Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papatriarcat, réalisé en collaboration avec Chris et Oya. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, sans forcément faire la une, concerne de plus en plus de familles et d'enfants, la myopie. Un trouble visuel souvent détecté un peu tard, parfois minimisé, et pourtant en forte progression. On estime que d'ici 2050, une personne sur deux dans le monde pourrait être myope. Alors, pourquoi la myopie apparaît-elle si tôt aujourd'hui ? Comment la reconnaître chez un enfant ? Et surtout, est-ce qu'on peut agir pas seulement pour corriger la vue, mais aussi pour freiner l'évolution de la myopie ? Dans cet épisode, j'ai voulu croiser deux regards. Celui de Charlotte Dhuicq, opticienne à Lille, elle est spécialisée en basse vision et est formatrice de cette spécialisation ainsi qu'en base optique. Elle mène notamment des interventions en magasin et en structure hospitalière. Elle va nous aider à poser les bases, comprendre ce qui se joue dans les yeux d'un enfant et découvrir ce que permet aujourd'hui la recherche. Et le second regard, c'est celui d'Alexandra, mère d'une enfant myope et elle-même concernée. Parce que vivre avec un enfant qui voit flou, qui dit pas toujours ce qu'elle ressent, ça bouscule, ça demande des choix, parfois du doute et souvent du courage. Avant de commencer, un rappel essentiel. La myopie est un trouble visuel qui nécessite un suivi adapté et régulier. Le dépistage de la myopie se fait chez le médecin ophtalmologiste et le suivi chez l'opticien. Pour le contrôle tous les 6 mois, la fréquence est donnée par l'ophtalmologiste et peut varier selon l'enfant ou l'ophtalmologiste. Dans tous les cas, il est important de suivre les indications données par le médecin. Demande toujours conseil à ton opticien ou à un professionnel de santé comme ton ophtalmologiste. Et pour en savoir plus, tu peux consulter les conseils disponibles en magasin ou sur chris.com. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même te répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Pour bien commencer, la question que je me pose moi en tant que parent qui ne sait rien là-dessus, c'est quoi exactement la myopie chez les enfants, s'il te plaît Charlotte ? Alors, la myopie, chez les enfants comme chez les adultes d'ailleurs, est un trouble de la vision qui se manifeste par une vision floue de loin. Pourquoi une vision floue de loin ? Parce que l'œil est trop long. Un œil normal a une taille à peu près de 22-23 mm et un œil de myope, généralement, a une taille de 25-26 mm. Et donc, l'image se projette en avant de la rétine au lieu de se projeter sur la rétine. Donc, l'image est floue. Et ça, c'est de naissance ? C'est généralement un terrain de prédisposition. Les enfants naissent myopes ou le deviennent. On verra, à mon avis, par la suite, pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont myopes dans la population générale ? C'est justement ça le problème, c'est que depuis quelques années, la prévalence de la myopie augmente beaucoup. Il y a 33% de la population qui est myope. Et comme tu l'as dit en introduction, certaines études montrent qu'en 2050, près de la moitié de la population mondiale sera myope. C'est un enjeu important et c'est pour ça qu'il faut trouver des moyens de freiner cette évolution de myopie. C'est dû à quoi ça ? Alors, il y a plusieurs causes de pourquoi il y a plus de myopes maintenant. Il y a déjà une cause génétique, c'est-à-dire que un enfant dont un parent est myope aura 2 fois plus de chances d'être myope. Un enfant dont les 2 parents sont myopes aura 6 fois plus de chances d'être myope. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, on en parle énormément partout, c'est l'accroissement des activités de près. Nos enfants, malheureusement, travaillent plus sur écran, téléphone, etc., que jouent au foot à l'extérieur. Et le fait de travailler beaucoup et de solliciter beaucoup sa vision de près peut faire évoluer cette myopie. Alors, si je peux rentrer dans des choses un peu plus techniques... Fais-toi plaisir. Je vais faire comme mon mari qui me dit « je vais t'expliquer, tu vas comprendre ». En fait, quand on regarde de près, on déclenche un processus qui s'appelle l'accommodation.
Donc, en fait, quelqu'un qui n'a pas de problème de vue, quand il regarde de loin et qu'ensuite il regarde de près, il y a un processus de mise au point qui se met en jeu. La personne ne se rend même pas compte que son œil travaille et que un autofocus, en fait, s'est déclenché. Notre œil, c'est un appareil photo. C'est-à-dire que l'avant de l'œil sert à régler la netteté de l'image, comme l'appareil photo. Alors, ça va peut-être pas parler aux plus jeunes, mais les anciens appareils photo argentiques, il y avait un objectif qui servait à faire la netteté de l'image. Ben ça, c'est l'avant de notre œil. En fait, l'objectif de notre œil, c'est l'avant de notre œil qui sert à régler la netteté. C'est-à-dire que dans notre œil, on a une petite structure qui s'appelle le cristallin et que le cristallin se gonfle ou se dégonfle pour changer la puissance de l'œil et pour pouvoir faire l'autofocus. En arrière de notre œil, on a une membrane qui s'appelle la rétine et ça, c'est la pellicule photo. Et ensuite, on a le câble USB qui est le nerf optique qui va jusqu'au cerveau qui est notre ordinateur. Donc, un œil qui est en métrope, c'est-à-dire qui n'a pas de problème visuel, regarde de loin, voit net, regarde de près, grâce à l'accommodation, voit net. Donc, grâce à l'autofocus, voit net de loin et de près. Tout ça pour vous expliquer que quand on a des enfants qui regardent leur téléphone pendant des heures, on va pas se mentir, hein, j'ai des ados aussi, donc je vois bien qu'ils peuvent passer des heures à solliciter leur accommodation. Et ben cette accommodation, elle a du mal à se relâcher. Et on appelle ça la myopie scolaire, c'est-à-dire que c'est comme si dans votre appareil photo, on faisait la mise au point de près, mais que après, quand on regardait de loin, cette mise au point, elle n'arrivait pas à repartir à zéro. Donc du coup, il y a un résidu myopique, et ça s'appelle la myopie scolaire. Donc la génétique et les activités de près qui augmentent de plus en plus font que la myopie, les cas de myopie augmentent énormément. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que le fait, même depuis tout petit, de laisser nos enfants jouer dehors le plus possible et de les laisser crapahuter, ça peut nous aider aussi avec la myopie? Évidemment, en fait, au plus l'enfant va regarder de loin et va soulager son accommodation, au mieux ce sera. On a en magasin des étudiants qui arrivent, notamment des étudiants en médecine qui travaillent 8 heures par jour sur écran et en fait qui déclenchent ou qui augmentent leur myopie à cause de leurs études et à cause de leur maintien accommodatif dans la journée. Donc ça arrive vraiment très souvent. Donc au plus on va aller jouer dehors, au plus on va relâcher son regard et regarder au loin, au mieux ce sera. C'est des petits tips ergonomiques qu'on peut. Alors même les adultes, hein, on parle de la loi du 20-20-20. C'est-à-dire que ergonomiquement, c'est une règle empirique. Il faudrait toutes les 20 minutes soulager son accommodation, donc regarder à 20 pieds pendant 20 secondes. Donc en fait, même un étudiant, un enfant ou un adulte, quand on travaille sur écran, quand on travaille sur son téléphone, quand on est de près très souvent, c'est toutes les 20 minutes regarder 20 secondes à 20 pieds. Et 20 pieds, ça fait 6 mètres. 6 mètres. Alors après, si le bureau fait 50 mètres carrés, on regarde plus loin. Mais l'idée, c'est vraiment de regarder de loin. La fatigue visuelle aussi entre en jeu quand on travaille de près, parce que quand on travaille sur écran ou quand on travaille sur un téléphone ou quand on travaille en lecture, on cligne beaucoup moins des yeux. Donc là, quand on travaille, quand on relâche son regard, on cligne plus souvent et donc le film lacrymal se reconstruit et on peut recommencer à travailler. Donc pensez-y, même les adultes, mais surtout les enfants, au plus on travaille dehors, au mieux c'est. Tu le savais toi, Alexandra, pour le 20-20-20 ? Non, pas du tout, je découvre et c'est un bon conseil et facilement applicable dans la vie de tous les jours. Ça peut être un jeu pour les enfants, mais merci du conseil. Je te remercie de nous transmettre ça parce que dans ce podcast, on a souvent développé l'importance du jeu libre, du jeu à l'extérieur, que ce soit pour différentes capacités psychomotrices ou même psycho-émotionnelles, donc aussi pour la vue, donc tant mieux. Comment évolue cette myopie pendant l'enfance ? À quel moment est-ce qu'il faut être vraiment attentif au sujet ? Il y a un pic de progression entre 7 et 12 ans.
il faut faire attention aux signes de vos enfants. Un enfant qui est myope, alors l'idéal, ce serait qu'il y ait des dépistages. Il existe des dépistages dans certaines écoles, etc., pour dépister les amétropies. Donc, un œil qui est myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte est un œil amétrope. Un œil qui n'a pas de défaut visuel est un œil emmétrope. Donc, il existe dans les maternelles, certaines maternelles, des périodes de dépistage en début d'année pour dépister les enfants qui auraient besoin d'une correction optique. Ça, c'est dans le monde idéal. Maintenant, quand il n'y a pas eu de dépistage à l'école, généralement, le médecin, le pédiatre, etc., peut aussi, lui, être assez attentif. Et en tant que parent, il faut regarder comment se comporte l'enfant, s'il a tendance à plisser les yeux, s'il vous dit que il se met au premier rang parce qu'il voit mieux le tableau. L'enfant a instinctivement envie de se rapprocher de son document quand il dessine, quand il colorie, même s'il n'est pas myope. Parce que l'accommodation dont je vous parlais tout à l'heure a tendance à grandir les images. Donc, en fait, quand l'enfant accommode, il voit plus gros. Donc, même un enfant qui n'est pas myope peut avoir tendance à se rapprocher. Et un enfant qui est myope va systématiquement se rapprocher. Charlotte, à partir de quel âge on peut emmener son enfant consulter un ophtalmo ? Alors, s'il n'y a pas eu de prescription par le pédiatre ou le médecin généraliste, parce que moi, personnellement, j'ai pas eu cette recommandation, mais à partir de quel âge on peut emmener consulter chez un spécialiste ? Il y a deux solutions. Soit tu vas consulter un ophtalmo spécialisé dans les enfants qui n'a pas besoin du retour de l'enfant, auquel cas, tu peux y aller à n'importe quel âge, dès la première année, sans aucun problème. Si c'est un ophtalmo qui a besoin du retour de l'enfant, il faut que l'enfant sache verbaliser s'il voit un ballon, s'il voit un chat. C'est pas obligatoire qu'il sache lire les lettres, etc. Les ophtalmos ont des échelles d'acuité avec des formes, un ballon, un chat, un écolier, etc. Donc, au plus tôt au mieux, il vaut toujours mieux voir un ophtalmologiste pour rien que détecter une amétropie trop tard. Les signes que tu nous as donnés, c'est plisser les yeux pour voir de loin. Oui. Dessiner le nez collé à la feuille. Oui. On insiste sur la proximité vraiment importante. Tout à fait. Des mots de tête. Des mots de tête, Et du mal à recopier ce qu'il y a écrit au tableau pour les enfants scolarisés. Tout à fait. Donc, si on constate l'un de ces signes, toi, tu dis, il vaut peut-être mieux aller voir un ophtalmo. Oui. Quand est-ce que vous avez consulté, Alexandra, toi, peut-être pour toi déjà, et puis pour ta fille ? Alors, me concernant, puisque je suis myope depuis plusieurs dizaines d'années, j'étais assez jeune et j'étais en primaire, CP ou CE1 effectivement, et j'avais du mal à recopier mes leçons. Donc, je me souviens m'être rapprochée du tableau et ça n'allait toujours pas. Donc, c'est là où ma maman m'a emmenée consulter un ophtalmo et le diagnostic est tombé. Effectivement, j'étais myope. Et ça s'est développé au fil des ans jusqu'à ce que ça se stabilise après mes deux grossesses. Et en fait, pour ma fille, le scénario s'est un peu répété de la même façon, c'est-à-dire qu'elle était en CE1 et puis j'ai remarqué des fautes dans ses leçons. Donc, je me suis dit au début, c'est des fautes d'inattention, etc. Donc, j'ai demandé à la maîtresse de la rapprocher du tableau, mais malgré tout, les fautes persistaient. Et puis, j'ai remarqué que dans la rue, quand on se promenait, elle plissait des yeux pour lire les panneaux publicitaires, les panneaux de direction, etc. Et puis, ça m'a mis la puce à l'oreille puisque moi, j'ai vécu ça. Donc, je l'ai emmenée consulter. Effectivement, elle avait une myopie qui débutait, donc pas grand-chose, 0,5. Mais du coup, ça suffisait pour qu'elle porte des corrections. Parce que toi, tu savais, quoi. Je savais comment ça allait se passer, puisqu'effectivement, c'est héréditaire. Ma mère était myope, je le suis. Donc, voilà, par mesure de précaution, j'ai plutôt pris les devants. Et il se trouve que à la précédente visite chez l'ophtalmo, elle n'était pas encore diagnostiquée. Donc, ça s'est déclenché entre le CP et le CE1, donc à partir de 7 ans. Est-ce que ça a eu des répercussions sur peut-être la vie scolaire, le rapport avec les professeurs ou professeuses, tu vois ? Genre, par exemple, si ça lui crée des difficultés, peut-être que ça a créé des tensions, peut-être, avec le personnel enseignant, ou enfin des tensions, ou en tout cas des choses qu'ils ont pu détecter. Alors, moi, je m'en suis rendu compte parce que ses notes baissaient. Donc, c'est pour ça que je me suis rapprochée de sa maîtresse pour essayer de corriger un petit peu le tir. J'ai insisté pour qu'elle soit rapprochée du tableau. Et c'est dommage parce que, effectivement, un enfant qui est en difficulté va pas forcément le dire. Ma fille ne s'est pas plaint d'un certain inconfort. Donc, c'est avec un suivi
assez soutenue des devoirs, des cahiers, etc., qu'on peut se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Mais effectivement, j'ai dû insister pour qu'elle soit rapprochée du tableau et qu'elle le reste le temps de s'accommoder à ses lunettes, à cette correction, parce que c'est pas forcément facile pour les enfants de porter des lunettes, esthétiquement parlant, parce qu'ils peuvent être moqués aussi. Donc voilà, c'est un aspect aussi à prendre en compte. Donc voilà, j'ai un peu dû insister auprès du corps enseignant. Ouais. Espérons que les enseignants et enseignantes qui écoutent ce podcast pourront noter les signes. Peut-être non, mais ça peut aider. Oui, alors il existe, on parle du flou artistique du myope. C'est que, en fait, un enfant myope, alors généralement, il y a des antécédents familiaux, donc ils savent un petit peu, mais un enfant myope, dans l'absolu, ne sait pas qu'il voit flou, puisqu'il a toujours vu de cette manière. Donc en fait, si les parents sont pas effectivement un petit peu soucieux de ce qui se passe, quelquefois on récupère en magasin des enfants qui ont 10-12 ans et qui sont myopes depuis des années et qui tout d'un coup découvrent la vie. Donc et c'est alors pour nous professionnels, on se dit mais enfin c'est pas possible. Mais si, en fait c'est complètement possible parce que l'enfant ne sait pas forcément le verbaliser parce qu'il se rend pas compte qu'il voit mal. Et si les parents ne sont pas un peu informés, à ce moment-là, on passe à côté d'une myopie et on ne la corrige pas. Et c'est vrai que les enfants ont tendance à compenser. Oui, en fait, c'est-à-dire que ils plissent beaucoup les yeux, etc. D'où les maux de tête, mais ils osent pas non plus dire voilà je vois mal. Je me rappelle ma fille qui disait mais maman je vois les lettres qui dansent au tableau. Voilà, donc là je me suis dit bon c'est pas normal. Avant. Du coup je me disais bon là il y a quelque chose de pas normal donc on va consulter et en effet. Mais c'est vrai que les enfants s'adaptent toujours et puis en plus leur référentiel c'est eux-mêmes souvent. Donc forcément quand on voit tel qu'on voit on se dit pas qu'on voit bien ou mal etc. Oui. Donc, mais je trouve ça joli les lettres qui dansent pour nous dire qu'il y a un truc à aller creuser. Je l'ai dit en introduction, on entend souvent dire que ça se corrige et on a aussi parlé là de freiner la myopie. On va y venir, mais est-ce que déjà on peut peut-être faire la différence entre la correction de la myopie et ensuite parler de freiner la myopie ? Oui, en fait, on corrige la myopie en lunettes ou en lentilles. C'est vrai que quand les enfants grandissent, on peut passer en lentilles, donc ils n'ont plus besoin de porter des lunettes. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même des montures et c'est beaucoup moins stigmatisant qu'avant de porter des lunettes. On a des montures qui sont sympas, etc. Donc pour les enfants, c'est quand même moins traumatisant. Mais en tout cas, par la suite, quand ils seront ados, ils pourront porter des lentilles sans aucun problème. Mais ça ne fait effectivement que corriger la myopie. Une paire de lunettes ou une lentille permet de projeter l'image sur la rétine et pas en avant de la rétine, comme quand l'œil n'est pas corrigé. Mais ça ne freine pas la myopie, ça ne freine pas l'évolution de la myopie. Alors, tout l'enjeu aujourd'hui était de trouver des systèmes pour freiner la myopie, ce que Hoya a fait avec un verre de freination de myopie, le MyoSmart. Et alors ça, du coup, ça fait quoi ? Parce que donc si je comprends bien ce que tu expliques, corriger la myopie, ça veut dire qu'on touche toujours pas l'œil. L'œil, il est toujours en forme de ballon de rugby, etc. Ouais. Et on a un verre qui vient juste changer les informations qui vont passer dans l'œil et que le cerveau va avoir à traiter après. C'est ça. Donc en fait, le verre ne fait que déplacer la position de l'image pour qu'elle arrive pile sur la rétine. Ok. Et du coup, le verre dont tu parles, donc de chez Hoya, le MyoSmart, lui, il fait quoi concrètement ? Alors, ça, c'est aussi assez compliqué sans schéma à vous expliquer. Mais en gros, le verre MyoSmart, c'est une toute nouvelle technologie qui a été mise au point par Hoya. On a donc un verre qui va permettre au centre du verre de corriger la myopie. Ça, on est d'accord. Mais sur le pourtour du centre optique, on a une infinité de petites zones, comme un nid d'abeilles, avec une correction différente. Parce qu'en fait, un verre de lunettes est plat. Et donc, ça veut dire qu'il va déplacer l'image de manière plate. Sauf que l'œil est rond, donc l'œil est incurvé. Ça veut dire qu'il va y avoir des images qui vont quand même se retrouver derrière la rétine. Le verre MyoSmart permet de ne pas avoir la même correction dans tout le verre et de projeter l'image sur la rétine, sur une grande partie du verre. Quand l'image périphérique est sur l'arrière de la rétine, le cerveau dit à l'œil « il faut encore grandir parce qu'il y a encore des images derrière ». Donc l'œil s'allonge. Si on met le verre MyoSmart, toutes les images vont être sur la rétine, même les images périphériques. Et là, le cerveau va dire « on est bon ». On n'a plus besoin de s'allonger. Donc, on a de très, très, très bons résultats avec ce verre. Donc ça permet de freiner.
Ça permet de freiner. Ça ne soigne pas l'œil, ça ne le réarrondit pas. Alors, ça juste pour que ça soit très clair pour tout le monde. Absolument pas. Et c'est d'où l'importance de diagnostiquer la myopie tôt. C'est-à-dire que on parle de myopie faible de 0 à 2 dioptries. Les amétropies se calculent en dioptries. Donc la puissance de votre myopie se calcule en dioptries. On est sur une myopie faible de 0 à 2 dioptries. On est sur une myopie moyenne de 2 à 5, 6 dioptries. Et on est sur une myopie forte de 6 dioptries et plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un myope voit mal de loin et il voit bien de près. Pour vous donner une idée, un myope de 1 dioptrie voit très bien jusque 1 mètre. Et au-delà d'1 mètre, il commence à voir de moins en moins bien. Un myope de 5 dioptries voit très bien jusque 20 cm. Et au-delà de 20 cm, il commence à moins bien voir. Donc, les enfants qui sont myopes vont évidemment se rapprocher de leurs documents. Les enfants qui sont fort myopes encore plus. Alors vous voyez peut-être des gens dans le métro qui lisent avec leurs lunettes très très près, sont des myopes qui préfèrent lire sans lunettes et du coup qui rapprochent pour que la focale, donc l'image nette, soit au bon endroit, à la bonne distance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on diagnostique une myopie à 2 dioptries et qu'on freine son évolution, on va peut-être arriver à aller à 3,5, 4 dioptries en fin de myopie. Si on freine une myopie qui est déjà à 5 ou 6, on va la freiner quand même. Mais on va quand même arriver vers 6 ou 7 dioptries. Généralement, la myopie se stabilise aux alentours de 25 ans. D'accord. Les ophtalmos n'opéreront jamais un myope, parce qu'il existe aussi des chirurgies réfractives. Un ophtalmo n'opérera jamais un myope avant 25 ans. D'accord. Parce que c'est à peu près... Alors, il y a des gens qui se stabilisent avant ou après, mais grosso modo, c'est ça. On a un pic d'évolution de myopie entre 7 et 12 et on a une stabilité aux alentours de 25 ans. Si je comprends bien, le verre MyoSmart de chez Oya, qu'on retrouve chez Chris par ailleurs, oui. Lui, il a un double rôle, c'est corriger et freiner. Tout à fait. Est-ce que je peux me pointer chez Chris et dire bonjour, moi je voudrais ces verres-là pour ma fille, ou est-ce qu'il faut une ordonnance Alors forcément, la première chose à faire, c'est de consulter l'ophtalmologiste. Okay. Nous, chez Chris, on a fait vraiment une campagne de prévention et d'information auprès de nos prescripteurs pour leur expliquer le processus de ce verre, etc. Nos prescripteurs sont assez sensibilisés à ça. Certains ophtalmologistes peuvent ne pas connaître ce verre, auquel cas, il faut pas hésiter à leur en parler en disant mon opticien m'a parlé de ce verre, qu'en est-il ? Nous, on a pas mal de petites brochures explicatives justement la myopie pour les nuls, pour voir un petit peu, pour expliquer aux parents comment ça se passe, etc. Mais évidemment, le point de départ, c'est l'ophtalmo. Est-ce que tous les opticiens et opticiennes Chris sont formés, ou est-ce qu'il faut tomber sur toi Alors, si on tombe sur moi, c'est bien mieux. Non, tous les opticiens Chris sont formés. Okay. C'est vraiment un partenariat qui a été fait avec Oya, Chris et le professeur Levéziel à Poitiers. C'est une étude qui est hyper sérieuse et qui a donné de très très bons résultats. Et donc, c'est vraiment chez Chris notre cheval de bataille parce que c'est un enjeu majeur. Alors, la myopie, elle se corrige. Elle se corrige par lunettes, elle se corrige par lentilles. Donc, on se dit, du coup, la personne voit quand même bien. Sauf qu'en fait, l'œil myope est un œil qui s'allonge. Et au plus l'œil s'allonge, au plus les pathologies ophtalmologiques peuvent apparaître. Donc, un myope a plus de probabilité d'avoir des pathologies visuelles plus tard. Mais en tout cas, le glaucome, le décollement de rétine, tout ça, ce sont des choses qui sont en plus forte prévalence chez un myope. Alexandra, alors toi, il se trouve que tu as découvert cette possibilité de freiner la myopie de tes filles. Comment tu as découvert qu'on pouvait freiner l'évolution de la myopie ? Comment ça s'est passé ? Alors, lors d'un premier rendez-vous chez l'ophtalmo, la correction de ma fille avait encore baissé par rapport à la précédente fois. Et donc, l'ophtalmologiste en question me parle de ces verres MyoSmart pour justement freiner l'évolution parce que le delta entre la précédente visite et la visite actuelle était quand même assez important. Et je ne connaissais pas du tout l'existence de ces verres. J'étais un peu réfractaire parce que je ne connaissais pas. Et effectivement,
quelque chose qu'on ne connaît pas, on n'est pas forcément prêt à prendre le risque, puisque ça a aussi un coût assez élevé. Et donc, je me suis dit, bon, on verra la prochaine fois. Et 6 mois plus tard, lors de la nouvelle visite, sa correction avait de nouveau chuté, et de façon assez importante. Donc, on a refait le point avec l'ophtalmo qui me dit ce serait intéressant vraiment de passer à sévère. Et là, j'ai dit OK, banco, on y va, parce que je sais moi-même, ayant été passée par là, que ça peut aller très vite. Et effectivement, passer du temps sur les écrans, travailler sur les cahiers, les cours, etc. Ça augmente le risque d'évolution plutôt rapide de la myopie, puisque moi je suis passée par là. J'ai un peu réfléchi et j'ai dit OK, on y va. Effectivement, ce sont des verres assez atypiques, parce que moi à mon époque ça n'existait pas du tout. Donc quand on passe d'un verre classique entre guillemets à ce type de verre, c'est assez c'est assez étrange. Elle s'y est bien faite, mais je le recommande parce qu'en effet concrètement, la visite suivante, sa myopie n'avait pas évolué. Donc, elle n'est pas gênée par ce verre un petit peu différent, hein, effectivement, avec toutes ces alvéoles sur le côté. Il peut y avoir un inconfort au départ. Voilà. Il peut y avoir un inconfort au départ puisque l'enfant regarde droit devant, il est dans sa zone qui est corrigée. Et surtout, le pourtour de cette zone, c'est ce petit nid d'abeille, donc la vision est un petit peu déformée quand même. Et donc, au départ, l'enfant peut être assez surpris. Alors, on a eu 0 retour, 0 inadaptation. C'est-à-dire que quelquefois, l'enfant met les lunettes, il ne se rend même pas compte que c'est un verre différent. Et quelquefois, l'enfant met les lunettes et se dit « Tiens, c'est bizarre, je vois un peu bizarre ». Et ça dure 48 heures, 72 heures. Quelquefois, les parents reviennent en disant « Vous êtes sûr que c'est normal, etc. » Nous, chez Chris, on est formés sur ce verre, donc on anticipe les questions, les doutes, les craintes des parents, parce que comme disait Alexandra, effectivement, c'est un verre. Il y a des fois des parents qui nous disent, c'est quoi encore ce truc marketing? Alors c'est vraiment, mais tout sauf un truc marketing. C'est les résultats sont là et les études ont été faites sur vraiment énormément de personnes. Donc en fait, on anticipe ces craintes et cette vision un petit peu bizarre, etc. Et du coup, quand ça arrive, comme l'enfant s'y attend, ça passe plutôt bien. Et au bout de 48-72 heures, on n'en parle même plus. Et les enfants sont contents, ils voient bien. Et comme tu disais, la visite suivante, la myopie a évolué dans 95% des cas beaucoup moins que la visite précédente. Donc, ils sont ravis. Moi, je trouve ça un peu dingue quand même. Je t'avoue, le côté, on peut freiner comme ça la myopie. C'est vrai que je pense à l'histoire d'Alexandra. Moi, si on me l'avait dit comme ça, vous savez, il y a un verre, machin, parce qu'en fait, on n'en parle pas, tu vois. Là, on fait cet épisode aujourd'hui pour informer les gens. Mm-hmm. Mais, moi, tu me dis ça, en tant que parent, le premier truc, je me dis, ok, il doit y avoir un partenariat. Clairement, moi, c'est ce que je me suis dit quand elle m'en a parlé pour la première fois. Je me suis dit, elle essaye de me vendre un truc marketing. J'en ai jamais entendu parler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé au début. Mais a posteriori, j'aurais dû franchir le cap. Mais c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que effectivement, ça se développe de plus en plus et nos enfants ont besoin d'être accompagnés. Et ma fille, au bout de 48 heures, c'était un peu drôle au début. Et au bout de 48 heures, c'était redevenu normal. Alors, moi, quand on me dit ça, si tu veux, ce verre, Maillot Smart de chez Oya, donc on le trouve chez Chris, ok, mais c'est quoi, c'est une technologie spécifique, ça, elle a un nom, cette technologie. Alors tu parlais d'études, on les mettra en description, les études, du coup, pour que les gens voient que c'est pas un coup marketing qu'on fait, c'est vraiment informé pour la santé. Et l'autre question, je te pose 3 questions en une, t'as vu? Et l'autre truc que je me disais, c'est esthétiquement, comment ça se passe? Parce que moi, quand tu me parles de ça, j'imagine tout de suite ma fille, si tu veux, avec un rond au milieu de ses lunettes, on voit plutôt bien son œil, et après une espèce d'œil de mouche. Tu vois. Ça change rien, je te rassure, ça passe inaperçu. Pour de l'extérieur, ça change absolument rien. Pas. Okay. Ça ne change absolument rien. Alors c'est une technologie qui a été développée par Oya qui s'appelle la technologie DIMS. Mon anglais est trop pourri pour que je te dise que ça. Ok, on mettra le truc en description. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle une défocalisation myopique. Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que une certaine partie du verre permet de mettre l'image nette sur la rétine, alors qu'un verre normal va mettre cette image périphérique derrière la rétine. Ce qui va envoyer un message au cerveau qui va dire « Allez, allonge l'œil pour que l'œil aille récupérer les images derrière ». Donc c'est bon, ma fille, si jamais elle est myope, elle aura pas des yeux de mouche. Non, parce que ça ne se voit absolument pas. Et les verres sont aussi pas très épais.
Oui. Parce qu'il y a aussi cette question esthétique, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est difficile aussi d'adapter parfois les montures avec les verres, parce que la myopie est importante, donc le verre est assez épais, donc il y a de la mincie, il y a de l'anti-reflet, etc. Et du coup, ce verre permet aussi cette esthétique-là, donc c'est chouette pour les jeunes. Ouais, tout à fait. Le nid d'abeille, en fait, on ne le voit que en transparence. Quand on porte le verre à la lumière, on voit le nid d'abeille apparaître. Mais quand on regarde la personne, c'est un verre complètement normal. Il est aminci, il est anti-reflet. C'est un verre complètement normal. Tu le vois quand tu nettoies les lunettes de ta fille, par contre. Ok. C'est bon à savoir. Non, mais tu sais, pour parler des moqueries, d'ailleurs, c'est ce que je vais te demander un peu, Alexandra, c'est une fois que les lunettes sont en place, ça change quoi dans le quotidien d'un enfant et dans celui des parents? Alors, tu parlais de l'aspect esthétique. Est-ce que le choix des montures... Moi, je suis pas passé par là encore, tu vois. Mais déjà, je vois que le choix des montures, pour moi, c'est toute une épopée, si tu veux. Donc, je me dis, pour les enfants, c'est un sujet aussi. Ah oui, c'est un vrai sujet parce que ça doit aller avec le look, ça doit plaire, ça doit être fonctionnel, ça doit être pratique. Et le petit changement à opérer, c'est dans la responsabilisation de l'utilisation des lunettes, c'est-à-dire apprendre à l'enfant de les retirer correctement et de pas écarter les branches, de pas les poser vers contre la table pour pas les rayer, de les mettre systématiquement dans un étui si on ne les porte plus. Et surtout de les nettoyer. Ça, je pense que c'est la plus grosse flemme des jeunes. Les nettoyer. C'est pas que des jeunes. Voilà, donc effectivement... J'ai la flemme de nettoyer mes lunettes. Je nettoie encore les lunettes de ma fille qui va avoir 13 ans et elle me dit « Ah oui, c'est nettement mieux comme ça ». Donc ça, c'est une grosse flemme. Mais effectivement, au quotidien, c'est lui apprendre tous ces gestes-là, la responsabiliser. Et je dirais encore aujourd'hui, la contrainte la plus importante, c'est dans le sport. Parce qu'elle fait de la gymnastique en compétition et que malheureusement, parfois elle enlève ses lunettes et donc c'est de l'à peu près. Donc c'est un peu la limite aujourd'hui, la concernant, mais étudier d'autres alternatives. Elle n'a pas le droit aux lunettes spéciales pour le sport. Moi, tu vois, je fais c'est l'alternative dont je te parle, c'est que là, elle est arrivée à un niveau où il faut qu'on arrive à ce type de verre où elle a certaines lunettes pour la vie au quotidien et puis celles pour la gymnastique de haut niveau. Donc on avait des montures élastiques. Exactement. Après, par contre, mais je sens qu'elle est moins à l'aise avec ça. C'est quand même moins. Donc, elle pourra mettre des lentilles pour faire du sport. Hein. Voilà, donc ce sera peut-être l'alternative en effet. Mais il y a tout ce côté pratico-pratique, responsabiliser l'enfant. Elle les a eu jeunes, ces lunettes à 7 ans. On a eu des verres rayés, au début, il faut le dire, malgré toutes les précautions qu'on essaye de prendre. Mais c'est le côté esthétique effectivement pour les jeunes et puis le côté vraiment pratico-pratique ensuite. Et en termes de groupe social, d'acceptation avec les autres enfants et tout, t'as rencontré des difficultés à l'école parce que t'en as parlé. Elle a été un peu moquée au tout début, bigleuse. Moi je l'ai vécu très clairement. Parce que les enfants sont pas très gentils à cet âge-là. Mais progressivement, elle s'est rendue compte que de plus en plus d'enfants portaient des lunettes. Donc elle s'est un peu fondue dans la masse. Mais effectivement, il y a eu quelques moqueries au début, malheureusement. Comment t'as accompagné ça avec elle ? Je lui ai expliqué que elle était pas forcément différente, que maman aussi avait des lunettes et que il fallait créer la répartie ou ignorer en fonction d'eux. Ça l'a un peu forgé dans son caractère, mais elle a plutôt laissé glisser. Elle était de nature plutôt assez s'il me parle comme ça, c'est que c'est pas un bon copain. Moi, je renvoie à mon épisode 125 avec le docteur Philippe Haïm. On parle du harcèlement et justement, tu vois, comment répondre, comment aussi réussir à acquérir l'autodérision, même très tôt. Chez les enfants, moi, ça m'a beaucoup avec ma fille. Et justement, pour les porteurs de lunettes, ça peut être intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a des tips chez Chris pour faire passer la pilule des lunettes? Est-ce que, je sais pas, peut-être des jeux, des phrases rassurantes? Nous, en fait, on a des coins enfants dans nos magasins et on choisit une monture comme une fête. Donc, on a l'habitude de dire aux enfants, « Oh, t'as tellement de chance, tes copains, ils vont être jaloux. » Et donc, on a, alors moi, dans mon magasin, mais je pense que dans la plupart des magasins, Chris, ce sera la même chose. On a un spécialiste ou 2 spécialistes enfants qui a un petit peu plus de contact, etc. On essaye de voir ça comme une fête. Alors, on essaye aussi d'expliquer aux parents que c'est pas la cata, parce que quelquefois, on a des mamans qui arrivent complètement dépitées, qui nous tendent une ordonnance en disant « Mon enfant doit porter des lunettes ». Et donc là, l'enfant, il est tétanisé. Donc, en fait, on essaye d'expliquer aux parents que il faut pas transmettre, Mais ça se passe plutôt bien. Alors, on n'a pas vraiment de tips, parce que c'est vrai que les enfants, entre eux, sont pas forcément très sympa toujours, mais comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est beaucoup plus un accessoire maintenant la lunette qu'une prothèse. Ouais. Donc
On a des petites collections super sympas avec des dessins animés, des choses, la Reine des Neiges, etc., etc. Donc pour les petites filles, quelquefois c'est il y a juste ça qui disait c'est super, et donc l'acceptation se fait mieux, et voilà. Mais c'est comme ça qu'on travaille avec les enfants. Au-delà du port de lunettes, tu parlais tout à l'heure du 20-20-20. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir ou retarder l'apparition de la myopie chez nos enfants? On a parlé du jeu à l'extérieur. Ouais. Est-ce que vraiment on peut les encourager à ça? Est-ce qu'il y a des astuces? Complètement. En fait, je vous disais tout à l'heure que les enfants qui travaillent de près, donc sur Accommode, et on s'est aussi rendu compte que la moyenne de distance de près, c'est 40 cm. C'est ce qu'on appelle la distance de Harmon, c'est la distance de l'avant-bras. Donc à moins de mesurer 2 mètres ou 1,40 m, on a à peu près 40 cm quand on prend un livre à bout de bras avec les coudes collés au buste. C'est une distance qui est, dans toutes les règles d'optique, c'est une distance qui est établie. Et on se rend compte que le smartphone, on l'utilise à 33. Donc en fait, à 40, on accommode. À 33, on accommode encore plus. Donc, on accommode de plus en plus. Les gens qui ont des bras longs accommodent moins. Alors, quand on devient presbyte, on commence à éloigner un petit peu parce que, justement, l'accommodation, notre réserve accommodative diminue avec l'âge. Les enfants ont une réserve accommodative énorme. Donc, en fait, là où moi, quand je mets mon document là, je le vois pas, l'enfant peut le mettre quasiment sur son nez et le voir encore. Et donc, on suraccommode. Donc, voilà, c'est soit expliquer aux enfants qu'il faut regarder leur tablette ou leur téléphone un peu plus loin. Toujours mettre beaucoup de lumière quand ils lisent. Ça, c'est hyper important d'avoir un bon éclairage. Et puis, essayer de les mettre dehors le plus souvent possible pour aller taper dans un ballon ou dans une balle pour justement prendre l'air. Et visuellement et pour leur mental, c'est toujours bien mieux de jouer dehors. Non, mais ça peut être important aussi parce que souvent, en plus, les épisodes de séries pour les enfants qui peuvent regarder des dessins animés. Alors, ma fille n'est pas tombée dans la patte patrouille et des trucs comme ça, mais elle a regardé le Docteur La Peluche, par exemple. C'est des épisodes de 23 minutes avec 2 histoires, donc à 12-13 minutes, on change d'histoire. Je suis en train de me dire, si jamais demain elle doit regarder un épisode, au milieu de l'histoire, même si ça fait pas 20 minutes, je vais peut-être lui dire, attends, quand on change d'histoire, t'arrêtes, tu regardes un peu autour de toi, tu vois ce qui se passe, tu vas même te servir un verre d'eau, je sais pas, quelque chose, mais complètement. La faire changer. Et là, je suis en train de me dire, attention Cédric, parce que tu vois, on est rentré de vacances et en rentrée d'Espagne, il y avait plus de 5 heures de route. Elle a joué à la Switch, tu vois, elle était un peu comme ça devant. Et là, ça a duré plus de 20 minutes, je te le garantis. Donc, je me dis aussi, là, pareil, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un jeu ou par quoi que ce soit, toutes les 20 minutes, me dire, attends, fais-lui lever le nez, même en voiture, quoi. Peut-être toutes les 20 minutes, tiens, Sarah, on va chercher la voiture rouge, on va compter les voitures rouges, le machin, le truc. Mais connaître ça, je pense que c'est important parce que moi, c'est une info que j'ai jamais eue, ni chez les pédiatres, ni chez les amis. Et pourtant, ma compagne est pro de santé, donc on a des pros de santé autour de nous. Et j'en avais jamais entendu parler. Donc, dans les entreprises, dire toutes les 20 minutes, vous allez à la machine à café. Non, mais petite alerte. Non, mais tu vois, regarde. Ah ouais. Moi, j'ai une montre qui est capable de me dire toutes les heures, Cédric, lève-toi de la chaise. Bien sûr. Pourquoi est-ce que toutes les 20 minutes, si jamais j'avais un programme écran, tu vois, me dire, Cédric, lève ton nez du truc. Je pense que dans les entreprises, en effet, ça peut être intéressant. Bon, là, on sort des enfants, mais c'est un vrai sujet quand même. Bien sûr. Donc, ça peut être hyper intéressant. Sachant que moi, j'ai une correction, donc pour les gens qui nous écoutent juste, je porte des lunettes. Mon ophtalmo m'avait clairement dit que moi, ça s'est déclenché à un moment où je travaillais énormément sur l'écran et où j'étais vraiment plus collé devant les ordinateurs. Puis comme c'était il y a quelques années, les écrans étaient vraiment pas très agréables et ça pique un peu. Alexandra, est-ce qu'il y a eu des doutes dans ce parcours ou de la fatigue vis-à-vis de tu vois, que ce soit le moment où tu t'aperçois qu'il y a quelque chose, où ta fille le vit peut-être pas très bien, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit non mais là ça va être difficile pour elle, est-ce que tu as eu des inquiétudes, des doutes qui sont venus? Alors dans le parcours de santé, non, pas forcément, parce que la myopie est quand même assez bien connue des professionnels de santé, effectivement, et moi je suis sensibilisée de par mon parcours. L'inquiétude que j'ai eue, c'était sa capacité à s'adapter à cette correction, puisque moi-même je l'avais pas très très bien vécu il y a quelques années en arrière. C'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui. Et les montures étaient pas très tendance. Et aujourd'hui, je te rejoins Charlotte, c'est un accessoire de mode, donc on arrive à prendre le contre-pied de la correction avec cet aspect-là. Moi, j'ai eu un petit peu plus de crainte effectivement sur comment accepter au quotidien ce dispositif correctif avec tout ce que
ça implique pour une enfant de 7 ans. J'ai pas eu trop de doutes quant au parcours de santé. C'était assez fluide. Je dirais que la réticence venait plutôt de mon côté pour le coup parce que je ne connaissais pas ce dispositif-là. Donc pas particulièrement de doutes vis-à-vis du parcours de santé, mais plus un peu de crainte de maman par rapport à mon enfant et à sa capacité à s'adapter avec ce dispositif. Et je savais aussi que ça allait se développer, donc comment et jusqu'où ça allait aller jusqu'à ces verres qui freinent la myopie et qui font leurs preuves concrètement. Aujourd'hui, j'en suis satisfaite. Et pour la petite histoire, j'ai aussi un enfant de 6 ans, un petit garçon que je vais emmener consulter. Et effectivement, si le sujet revient sur la table, je n'hésiterai pas. Là-dessus. Ah oui, clairement. Je n'hésite pas parce que ça pourra le soulager, effectivement, freiner cette myopie pour que ce soit le moins handicapant possible. Je n'aurai pas mes craintes. De maman, est-ce que, comme sur d'autres sujets en parentalité, est-ce que tu penses que aussi ça n'a pas joué un peu le fait que toi tu sois myope et que tu aies peut-être connu des difficultés étant plus jeune? Est-ce que tu n'as pas un peu clairement. Tu t'es pas dit oui, clairement, j'ai reporté mon vécu. J'ai reporté mon vécu de myope jeune en primaire sur ma fille, alors que elle, ça s'est très bien passé finalement, à part quelques moqueries, mais ça s'est très bien passé. Le passage du verre classique au MyoSmart, ça s'est très très bien passé aussi. Elle va choisir ses montures avec elle est contente parce que pour elle c'est un accessoire de mode et voilà. Donc effectivement, oui, moi j'ai reporté mes craintes et mon vécu sur ma fille malheureusement, mais je pense que c'est un peu le lot de tous les parents, malheureusement. Mais malgré tout, mon expérience m'a aussi permis de pouvoir l'emmener consulter, de repérer les petits signes dont on parlait au début d'épisode pour essayer d'agir au plus vite. Juste une petite chose à rajouter, c'est que c'était quand même un petit peu plus contraignant pour les parents, parce que quand on équipe un enfant de verre MyoSmart, et l'enfant doit être revu 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois après. Okay. Donc, en magasin, et ensuite 6 mois après chez l'ophtalmo. Donc, chez nous, il vient 4 fois. Et on fait une prise d'acuité, on fait on a un petit carnet. Et ensuite, il revoit l'ophtalmo. L'ophtalmo calcule la longueur axile, donc la longueur de l'œil. Donc, c'est un petit peu plus contraignant pour les parents parce que normalement, l'enfant a ses lunettes et puis on le revoit l'année suivante quand il change de correction. Là, il y a vraiment un suivi qui est assez rigoureux avec ce verre-là. Mais je trouve que c'est au contraire plutôt bien. De suivre. Ah oui, clairement. Enfin, moi, j'ai été contente aussi de ce suivi-là parce que concrètement, moi, ma fille, je l'emmène pas tous les ans chez l'ophtalmo, mais plutôt tous les 6 mois. Parce que je sais que ça peut aller aussi vite. Et du coup, avec ce nouveau dispositif, c'est intéressant pour moi et aussi pour elle, mais de savoir comment ça avait évolué. Donc, le suivi, pour moi, fait partie de l'investissement de ce verre. Et alors pour les jeunes enfants, c'est d'autant plus intéressant parce que les jeunes enfants n'ont pas forcément le soin qu'un ado peut avoir. Donc nous, ça nous permet de régler les branches, les plaquettes. Alors pour les jeunes, on n'en fait pas, mais les branches, les nettoyer, les réajuster de manière à ce qu'on reparte sur de bonnes bases. Donc ça, c'est très important parce que ce verre, quand il est tous les verres de lunettes, si la lunette est de coin, forcément, on est moins bien corrigé. Mais a fortiori, avec ce verre-là, c'est important que la monture soit toujours bien adaptée. Et puis, ça permet de discuter avec les parents, comment ça se passe, etc., avec l'enfant. Comment ça s'est passé ces 15 jours, ce mois, ces 3 mois. Pour nous, c'est hyper important. Ma fille aime bien parce qu'elle a l'impression de repartir avec des nouvelles lunettes à chaque fois, parce qu'elles sont resserrées, elles glissent pas, elles sont propres, nickel. Donc, finalement, elle adore. Ouais, tout à fait. Comme quoi. C'est plutôt agréable finalement. Et oui. Exactement. Pour finir cet épisode, et pour les parents qui nous écoutent et qui se posent des questions et qui disent « Oh mon Dieu, mais moi, mon enfant, je suis en train de me dire, tu sais, c'est un petit peu cet effet de se dire « Moi, mon enfant, il doit avoir ci, il doit avoir ça. » Par quoi commencer ? Par aller voir l'ophtalmo. Il faut prendre rendez-vous chez l'ophtalmo et puis et le résultat est instantané. L'ophtalmo vous dit oui, il est myope, non, oui, il est hypermétrope, il est astigmate, etc. Ou non, votre enfant n'a absolument pas d'amétropie et voilà. Mais la première chose à faire, c'est vraiment aller voir l'ophtalmo. Et après, aller chez votre opticien Chris pour faire les lunettes, évidemment. Oui, non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et si l'ophtalmo vous en parle pas, si l'ophtalmo nous dit
Il y a une myopie, mais il ne nous parle pas du verre MyoSmart, par exemple. Là, on peut... Ah oui, en amont, les parents qui se posent des questions peuvent très bien, avant d'aller chez l'ophtalmo, passer en magasin. On leur explique le pourquoi du comment, on leur donne les petites brochures pédagogiques, etc., qui peuvent même ramener à l'ophtalmologiste pour lui montrer en disant, bah voilà, l'opticien m'a parlé de ce verre-là, etc. Donc oui, on disait tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de santé visuelle majeur. Donc, il ne faut pas que les parents hésitent à aller en magasin, prendre les brochures et en parler directement à l'ophtalmo, oui. Je te rejoins, Charlotte, pardon Cédric, mais effectivement, moi, c'est l'ophtalmo qui m'a parlé de ce verre en me disant, voilà, c'est une nouvelle technologie qui freine la myopie, ce serait intéressant pour votre fille de l'avoir, mais sans plus d'informations. Donc, c'est pour ça que la première fois, moi, j'étais réticente. Et ensuite, je suis quand même allée me renseigner en boutique et c'est là où j'ai eu un peu vraiment le contenu, l'évolution du verre, la technologie, etc. Et c'est ce qui m'a fait réfléchir et me faire dire oui la seconde fois. Donc, c'est vrai que c'est important d'aller en boutique, d'y aller même aussi avec l'enfant, avec tout ce travail d'anticipation et un peu de sensibilisation autour du verre. Donc le magasin, c'est vraiment une étape importante aussi. Et c'est l'occasion de rappeler que chez Chris, tous les opticiens sont formés et qu'on peut y retrouver le verre MyoSmart de chez Oya. Tout à fait. Et je vous remercie beaucoup, Charlotte et Alexandra, pour cet échange. Avec plaisir. Et pour tous les parents qui ont appris plein de choses. Merci. Super. Merci à toi. Merci. Et merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'aura permis d'y voir plus clair sur la myopie de l'enfant et surtout sur l'importance et la possibilité d'agir tôt. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Chris et Oya. On l'a dit, les verres MyoSmart de la marque Oya, disponibles chez Chris, permettent non seulement de corriger la myopie, mais aussi d'en freiner l'évolution. Mais chaque enfant est unique. Demande toujours conseil à ton opticien ou à un professionnel de santé. Pour en savoir plus, tu peux te reporter au conseil d'usage disponible en magasin ou directement sur chris.com, le lien sera en description. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt!